Le point Nemo, c'est un point virtuel qui a été nommé et inventé par les géographes d'aujourd'hui, il y a pas très longtemps en fait, il y a une quinzaine d'années. Et c'est le point le plus éloigné de toute terre immergée. Donc c'est le point géographique le plus éloigné de toutes les terres. Donc c'est un point qui se trouve dans le Pacifique Sud, donc qui est à peu près ici, et qui est à 2600 km de Pitcairn, de l'île de Pâques au nord, qui est à 2600 km de la pointe de la Terre de Feu du sud Chili, et à 2600 km des premières îles de l'Antarctique. Donc c'est un point où il n'y a rien, où il n'y a que de l'eau en plein Pacifique, et que les géographes ont eu le bon goût de nommer le point Nemo en l'honneur du capitaine Nemo de Jules Verne, ce misanthrope absolu qui ne voulait plus aborder sur aucune des terres par inimitié pour le genre humain. Par hasard, en cherchant des renseignements sur le capitaine Nemo, parce que le capitaine Nemo était premier dans... Il n'était pas premier dans la conception du roman, mais il était premier dans ma façon de concevoir la partie aventure dont vous parliez tout à l'heure. Et vraiment tout bêtement, en tapant sur Internet, en cherchant tout ce que je pouvais, comme je fais d'habitude, je cherche absolument toutes les pistes concernant tel ou tel thème que je compte développer. Et je suis tombé sur ce point Nemo le plus éloigné de toute terre. Et ça correspondait tellement à mon idée d'île, parce que l'île, j'y pensais aussi, que ça a collé. Mais comme d'habitude, il y a un côté magique quand on commence à écrire un roman, ou en tout cas à s'y intéresser. Tout fait signe, tout se met à faire signe. On ne lit plus une seule chose, on ne regarde plus une rue sans voir un camion où il y a marqué Nemo ou Moby Dick. C'est invraisemblable. Et donc, comme ça, je me suis empressé de suivre cette piste jusqu'au bout. C'est vraiment venu des cigarières de Cuba, cette histoire. C'est pas que la littérature populaire, c'est la totalité de la littérature. Donc vous disiez Dumas, oui, Jules Verne, oui, Lovecraft, oui. Mais il y a aussi Sandrars, mais il y a aussi Flaubert, mais il y a aussi Raymond Roussel, il y a aussi Homère, il y a aussi Shakespeare, il y a tout le monde. Il suffit de regarder la carte de l'île à la fin. Tous les lieux de cette île imaginaire ont des toponymes qui correspondent à des pistes littéraires qui peuvent être suivies ou non à l'intérieur du livre. Dès la création des premières fabriques de cigares à Cuba, vers les années 1860, les cigarières et les cigariers, les ouvriers qui travaillaient dans ces fabriques et qui étaient analphabètes à 90-95%, avaient obtenu le droit de certains patrons philanthropes, de certains journalistes philanthropes qui s'occupaient un petit peu des problèmes de l'analphabétisme, de l'esclavage, etc., qui essayaient de renouveler un peu tout ça. Elles avaient obtenu le droit de se faire la lecture à haute voix pendant leur travail à l'intérieur des fabriques. Et elles se sont jetées là-dessus, elles se sont emparées de cette belle idée au point de la faire leur complètement. C'est-à-dire qu'elles ont refusé qu'on paye un lecteur, elles ont choisi un lecteur ou une lectrice parmi elles ou parmi eux, choisi pour leur belle voix, le fait qu'ils sachent lire, bien sûr. Donc c'était déjà dans le petit pourcentage de gens qui étaient éduqués et qu'elles payaient
en fabriquant sa part de cigares en plus de la leur. Moyennant quoi, payant le lecteur ou la lectrice, elles avaient aussi un droit de regard sur le catalogue de livres qui leur étaient lus. Et elles se sont fait lire comme ça, évidemment du Jules Verne, évidemment de la lecture de la littérature dite populaire, feuilletonesque, du Dumas, du Victor Hugo, etc. Mais aussi tous les grands classiques, soit espagnols, soit traduits en espagnol. Donc elles ont lu Cervantes, elles ont lu Shakespeare en espagnol, elles ont lu Flaubert, elles ont lu Dostoïevski, elles ont lu toute la littérature de leur époque et précédant leur époque. 1. 2. Elles se sont fait lire aussi toutes les encyclopédies qu'elles pouvaient se procurer. Encyclopédies de sciences, de zoologie, de biologie, etc. Donc elles se sont fait aussi non seulement un bagage littéraire absolument incroyable, mais aussi un bagage de connaissances dignes de ce nom, invraisemblable dans cette île à l'époque. Et troisième chose, elles se sont fait lire aussi du Marx, du Proudhon, du Lénine, du Bakounine, des philosophes révolutionnaires de l'époque, ceux-là même qui préparaient la révolution de 1914. Au point que lorsque les premiers révolutionnaires dignes de ce nom sont arrivés à Cuba pour essayer de soulever la population contre le joug espagnol, Cuba était une possession, une colonie de l'Espagne, c'est dans les fabriques que c'est parti, parce qu'il n'y avait que dans les fabriques que la population était suffisamment éduquée pour comprendre le message révolutionnaire de José Martí. Donc déjà, moi j'ai trouvé ça extraordinaire pas comme idée, mais comme fait, hein. D'autant que les noms eux-mêmes des cigares, les plus connus, Monte Cristo, Roméo et Juliette, mais vous les prenez tous un à un, ils viennent tous de cette tradition de lecture. C'est parce qu'elles lisaient le comte de Monte Cristo que les cigares se sont appelés les Monte Cristo. C'est parce qu'elles lisaient Shakespeare que les cigares se sont appelés Roméo et Juliette. Donc, quoi de plus beau comme hommage à la littérature. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que là, on pourrait se dire, oui, bon, là, finalement, elles ont obtenu leur conscience politique en lisant Proudhon, en lisant Bakounine. Mais non, parce que interroger, bon, inutile de vous dire que j'ai lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus, y compris des thèses d'une Mexicaine en particulier qui a réussi à interroger d'anciennes lectrices, d'anciens lecteurs, qui a fait vraiment un travail de fond avec des gens qui ont vraiment participé à cette aventure. Et interroger, les ouvrières répondaient « Oui, Bakounine, d'accord, Marx, d'accord, on s'en faisait lire des petits bouts, mais c'était un peu ennuyeux, on faisait ça plus par provocation, pour provoquer les patrons. Mais nous, on a appris la Révolution avec Jean Valjean, avec Edmond Dantès, on l'a apprise avec la littérature. Et donc c'est vraiment la preuve par neuf de ce pouvoir incroyable que possède la littérature de changer les gens déjà, de changer la vision du monde d'un lecteur pour commencer, et en l'occurrence, en changeant plusieurs, de changer même la société à un moment donné. Donc c'est à partir de là que je suis parti, que j'ai construit mon roman, que j'ai imaginé la même chose aujourd'hui. J'ai imaginé une usine dans le Périgord, une usine de fabrique de liseuses numériques, où les gens, c'est comme s'ils fabriquaient des cigares, ils peuvent penser à autre chose pendant qu'ils font ce travail répétitif, et où le patron remet en vigueur cette tradition orale, et leur fait lire un roman que j'invente, pour le coup, mais que j'invente en faisant le roman de
tous les romans de l'imaginaire de ces cigarières, où il y a donc bien sûr du Jules Verne, bien sûr cette littérature feuilletonesque, mésestimée, puisque c'est elle qui a vraiment changé. C'est Edmond Dantès, Jean Valjean, ça vient directement de cette entre parenthèses, même s'il y a Victor Hugo dans le tas, mais un peu méprisé aujourd'hui par rapport à la grande littérature. Mais aussi Flaubert, mais aussi tout le reste. Et c'est parti d'un hommage aux cigarières plutôt qu'à la littérature. On parle d'érudition, mais c'est pas vrai, c'est pas de l'érudition, c'est de la curiosité et beaucoup de travail et de documentation. Et pas simplement pour un livre, c'est que je suis tout le temps comme ça, je m'intéresse à 1 milliard de choses et chaque fois que je tombe sur une phrase, une image, quelque chose dont je me dis qu'un jour ça pourra me servir, c'est noté, c'est classé, c'est dans des centaines et des centaines et des centaines de pages qui sont dans mes dossiers et qui sont mon cerveau extérieur. Donc c'est une espèce de réservoir où je puise sans cesse et où je trouve non seulement des idées de romans, mais de quoi alimenter des romans pour j'espère encore plusieurs années. Donc il y a cette espèce de curiosité insatiable dont je garde trace, avec un goût prononcé pour l'invraisemblable, pour ce qui est déjà dans le réel fictionné, qui est déjà de l'ordre de la poésie, de l'imaginaire, dont je vois bien qu'il suffit de pas grand-chose pour le mettre en fiction de façon romanesque, ou dans une nouvelle ou dans un roman. Mais alors c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Là, pour celui-là, j'ai dû passer 1 an et demi sans écrire une ligne, juste à faire le plan, juste à choisir dans ma documentation, à dessiner mes personnages, à dessiner parfois même des storyboards, à dessiner ou à peindre des paysages, des décors. C'est un univers global. C'est un univers global où vous viendriez chez moi quand je suis dans cette période-là. C'est rempli de feuilles collées au mur ou suspendues, parce que j'ai plus de mur, j'ai que des livres, donc j'ai des ficelles tendues partout, et puis avec des petites pinces, il y en a partout, et je vis dans ces vieilles gravures. Tout ça est là, extérieurement, et je me promène là-dedans, je prends des notes. Il y en a dans ma chambre à coucher, il y en a dans la chambre des enfants, il y en a dans la cuisine, il y en a absolument partout. Et j'ai des feuilles où je prends des notes et où ça prend forme comme ça de manière extérieure et en fait très très visuelle. Y compris le plan en spirale de mon roman, donc il y a 1000 essais de spirale avant de trouver la bonne, il y a 1000 essais de visage avant de trouver mon personnage principal, etc., etc. Et il y a en même temps une surabondance de documentation dont je sais qu'elle est très dangereuse parce que d'une part je m'y sens parfaitement à l'aise. Donc pour moi c'est une manière de reculer le moment où je vais être acculé à écrire réellement. Donc là je peux vivre 10 ans uniquement dans la documentation, je suis parfaitement heureux. C'est le moment où je suis le plus heureux, en fait. Mais par cette nécessité de construction, qui m'est propre, je sais qu'il y a des écrivains qui sont capables de partir et puis de commencer à écrire leur livre comme ça, de chic, en se disant on verra bien où ça me mène. Moi, c'est le contraire. Il faut que je sache exactement où vont mes histoires, ce que je vais raconter, où c'est placé, etc., etc. Et c'est ce processus-là qui m'empêche d'être débordé.
parce que je vois bien qu'il y a des choses qui ne rentrent pas. Là, je les élimine et donc je fais un choix de façon à ne garder que l'essentiel, que ce qui me semble le plus pertinent, et toujours en me mettant à la place non pas du lecteur, parce qu'il n'y a pas de lecteur. C'est qui le lecteur? C'est vous, madame? C'est vous, monsieur? C'est un enfant de 15 ans? Je pense jamais le lecteur, c'est moi. Donc j'essaye d'écrire le livre que j'aimerais lire, en sachant qu'un livre où la documentation prendrait trop de place, c'est un mauvais livre. Ça fait partie des défauts que je trouve à certains livres que je lis. Donc j'essaye de les éviter, puisque c'est moi mon premier lecteur. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit encore, hein, mais dans les journaux et puis dans les lettres de Flaubert, et en particulier dans 2-3 lettres qu'il adresse à Louise Collet, son amoureuse de l'époque, il dit qu'il aimerait écrire, après Bouvard et Pécuchet, un roman qui s'appellerait La Spirale. Et il reste 4 phrases où il dit... il résume un petit peu son idée de roman et en disant que ça l'enthousiasme. Et il dit qu'il faudrait que j'écrive un roman qui se passerait aujourd'hui avec un personnage pauvre, injustement maltraité dans son univers de travail, injustement maltraité par la femme qu'il aime et qu'il n'arrive pas à avoir, etc. Mais qui, chaque nuit, se mettrait à rêver le même monde transcendé, où là, il aurait le beau rôle, là, les méchants dans la vie réelle seraient punis, etc. Et, disait-il, et mener ça de telle façon qu'à la fin, le personnage ne sache plus quel était le monde réel et quel était le monde rêvé. Au point que dans son idée, le personnage devenait fou. Pour lui, c'était la fin qu'il voyait dans son roman. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas reprendre cette idée de Flaubert et puis la mener à bien à ma façon. L'univers steampunk, moi je préfère parler de 19e siècle perpétuel. On a les machines à vapeur, on a le cuivre, on a le charbon, on a les tuyaux acoustiques pour parler, etc. Donc tout cet univers effectivement victorien qui est celui de Conan Doyle, qui est celui de Jules Verne, qui est celui des débuts de l'industrialisation, mais en même temps qui est un monde post-industriel, où on s'aperçoit qu'on est dans un monde, malgré son apparence, où le pétrole a disparu, où les livres ont disparu, où on montre les libraires dans des jardins d'acclimatation, derrière des grilles, où on a des liseuses numériques, mais qui ne fonctionnent plus à l'électricité, qui fonctionnent avec des petites dynamos et qui marchent mal et qui tombent en panne. C'est cet univers-là. Mais ça, c'est une résultante de la liberté que je me suis donnée. Alors, Locus Solus, c'est un roman qui m'a... Ça fait partie de ces romans fondateurs pour moi. Chacun a ses romans, mais fondateurs de la deuxième détente. Pour moi, il y a 2 époques quand on commence la lecture. Cette première époque, alors je ne parle pas de l'apprentissage, de la lecture et tout ça, mais entre 9 ans, disons, et 14 ans, on lit du Jules Verne, on lit du roman d'aventure, on aime plus Jules Verne que, enfin, à mon époque. Aujourd'hui, on lit de la fantaisie, on lit Artemis Fowl, on lit Harry Potter. Bon, c'est ce type de littérature où d'un seul coup, un
un petit miracle se produit, et avec un livre et un seul, moi c'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, on est emporté. On découvre l'enchantement complet, le fait d'être transporté dans la fiction, au point de ne plus savoir ce qu'on fait, de mélanger et de préférer ce monde du Nautilus, plutôt que d'aller manger avec ses parents qui disent arrête ta lecture, etc. On découvre cette première étape. Et il y a une deuxième étape, ce deuxième déclic, où là c'est une autre série de livres qui nous font découvrir un autre type d'enchantement, mais celui de la littérature, ce pouvoir de la littérature de modifier réellement notre vision du monde. Jules Verne, il ne modifie pas notre vision du monde, il nous emporte. Raymond Roussel ou Rimbaud ou Flaubert, pour moi, ils ont vraiment changé quelque chose. Je n'ai plus été pareil avant et après la lecture de certains livres. Et celui-là, bon, c'est pas un grand livre non plus. C'est un livre qui a été redécouvert par les surréalistes et par André Breton. Donc Raymond Roussel, c'est quelqu'un qui a été actif dans au début du siècle, les années 20, qui était un dandy de première, qui était riche suffisamment pour ne pas avoir besoin de travailler, et qui était aussi suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de lecteurs. Donc il a écrit toute sa vie, il s'auto-publiait, bien, donc payait un éditeur, il était distribué dans les librairies, personne n'achetait ses bouquins, ça lui faisait de la peine, mais ça ne l'empêchait pas de continuer à écrire. Et les surréalistes l'ont redécouvert à bon droit parce que, en particulier avec ce livre-là, et un autre de ses livres qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres », où il explique comment il a construit ce livre, où on s'aperçoit que c'est un précurseur de l'Oulipo, en fait. Il se donnait des contraintes d'écriture très très proches de ce que peuvent faire certains écrivains comme Queneau ou comme les écrivains ou les surréalistes à cette époque. Et donc il y a une moitié de roman où vous assistez à des scènes complètement invraisemblables, belles, poétiques, mais où vous ne comprenez strictement rien. Donc le livre, il faut vraiment s'accrocher parce que ça vous tombe des mains, vous dites mais ce type est fou, quoi. Parce qu'en plus il ne prend pas de gants, il est brut de décoffrage et il vous décrit vous voyez une montgolfière dans un jardin. Locus Solus, c'est le nom de sa villa. Il a une villa de riche. Il reçoit des gens, des invités, et il leur montre sa villa. Et on passe de pièce en pièce, ou dans le jardin, on voit une montgolfière qui bouge, qui va vers un tas de dents humaines, qui repart. Et hop, on passe à une autre scène, et une autre scène, et une autre scène. Et la deuxième partie du roman, il explique chacune des scènes. Et il les rend toutes logiques et vraisemblables en disant ben non, la montgolfière et le tas de dents, c'est parce que grâce à mon savoir, je maîtrise tellement bien maintenant la météo, la science météorologique, que je peux prévoir tous les vents sur 15 ans, mais à chaque seconde. Et donc j'ai programmé ma montgolfière sur 15 ans, et j'ai ramené cette tonne de vieilles dents humaines que j'ai achetées au cimetière, etc. Mais j'ai programmé ma montgolfière pour que, uniquement par la force du vent, elle aille chercher à chaque seconde une dent, choisie par ma programmation, pour sa couleur, pour son petit jaune et pour l'amener à l'autre endroit de mon jardin, la déposer à tel endroit précis, où à la fin, ça va construire une mosaïque absolument figurative, représentant je ne sais plus quoi, etc. Et ça devient logique, ça devient vraisemblable. Tout le livre est conçu comme ça. Et le héros de ce roman s'appelle Martial Cantrell.
Donc je l'ai pris, Marcel Cantrel, vous allez le retrouver dans mon roman, mais où je lui donne plus les traits de Raymond Roussel lui-même, en fait. Voilà pour Raymond Roussel. Si vous en avez 20, on en a pour la Non, nuit. j'en ai 3. Donc Grimaud de la Reynière, c'est un grand hurluberlu du XVIIIe siècle, qui était un cuisinier, donc là aussi un aristocrate suffisamment riche pour faire ce qu'il voulait de sa vie, et un excentrique qui inventait des recettes de cuisine, etc., mais qui adorait faire des repas, là aussi surréalistes avant la lettre. Donc il faisait des repas noirs. Donc on y mangeait que des choses noires, des oursins, on n'y buvait que du café, tous les gens étaient habillés en noir, il tendait tout son immeuble de noir, etc. Il avait des idées comme ça. Et donc là, je prends son nom pour le donner à un noir, un ancien esclave, que je tire, lui, d'un autre roman qui s'appelle Mandingo, que je vous engage à lire, à acheter sur Internet, c'est plus republié. C'est un roman écrit par un Américain qui s'appelle Kyle Onskott, qui est paru dans les années 50, 55, traduit par un Haïtien superbement, donc un gros roman, et qui raconte même pas la traite négrière, mais l'élevage des nègres de rapport dans l'Amérique d'avant la libération de l'esclavage. Et donc il a un personnage qui s'appelle Mandingo, que je reprends moi dans mon roman, mais à la fin du roman. Je fais continuer, je donne une suite avec un de mes personnages à ce roman, et je lui donne le nom de Grimaud de la Reynière. Donc il s'appelle Grimaud dans mon roman. La montagne magique de Thomas Mann, où ben là, comme dans Jules Verne et dans 20 milieux sous les mers, ben je ne me suis jamais remis de la mort du capitaine Nemo. Et là, je suis tombé fou, amoureux, au même âge, d'un personnage féminin qui se trouve dans ce roman qui s'appelle Madame Chauchat, qui est une belle jeune femme, libre pour l'époque, dans le sanatorium de la montagne magique, et dont je m'empare également, donc, qui se retrouve dans mon roman, à qui je fais vivre des choses de mon cru, et qui s'appelle à la fois Madame Chauchat, parce que c'est l'ancienne Madame Chauchat, mais comme elle s'est mariée à un riche lord anglais, elle s'appelle aussi Lady Macrae dans le roman. Et c'est à elle que va être volé un diamant hors de prix qui va faire que toute une fine équipe de personnages, dans la partie feuilleton, va se lancer à la recherche du diamant volé, avec force énigme à résoudre. Ce choix des noms, je voulais vous en faire parler parce qu'on sent bien l'amour que vous portez à ces livres. C'est une manière aussi de créer une complicité avec le lecteur. Quand on identifie le nom, c'est un clin d'œil, quoi. C'est quelque chose qui... Ben, c'est plus qu'un clin d'œil. Et en même temps, c'est pas... Il ne faudrait pas donner l'idée que ce soit un jeu de pistes et qu'il faille un bagage littéraire énorme pour prendre plaisir au livre. C'est juste la certitude que j'ai, parce que ça fonctionne comme ça chez moi,
que le simple fait de mentionner, par exemple, Madame Bonacieux, ça va réveiller chez le lecteur une galaxie d'imaginaire, une bombe d'imaginaire. Même si le lecteur en question ne se souvient pas des 9/10 des Trois Mousquetaires, parce que c'est notre cas à tous, à part quelques scènes avec D'Artagnan, Athos, Porthos, les ferrets de la reine, et puis et on tourne court tous, alors qu'il y a 1200 pages. C'est pareil pour Monte Cristo, c'est pareil pour tout le reste. Mais ces personnages ont une telle charge d'imaginaire, comme s'ils avaient intégré la délectation de lecture qu'on a eue lorsqu'on a lu ça, que ça la réveille à la lecture, et ça vient contribuer à l'épaisseur même de mon livre et à ma propre épaisseur d'imaginaire. Ah, Fénéon. Donc là, ce sont les nouvelles en 3 lignes de Félix Fénéon. Et dans mon roman, le personnage principal dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Arnaud Méneste, je vous ai dit qu'il inventait le roman qu'il lisait aux salariés de l'entreprise nuit après nuit. Bien, ça il le fait à partir de tout son corpus de lecture, mais aussi à partir de faits divers qu'il découpe dans les collections de vieux journaux qu'il possède. Parenthèse, dans les fabriques de cigares, les lectrices lisaient la littérature l'après-midi. Le matin, on lisait le journal. On lisait les faits divers. Pratique qui a continué et qui se continue encore aujourd'hui à Cuba. Sauf qu'aujourd'hui, sous Castro, on ne lit plus de littérature, on lit surtout beaucoup de propagande. Et puis le matin, c'est pas le journal, c'est les résultats sportifs, le programme télé, etc., etc. Mais à l'époque, c'était aussi important d'avoir les faits divers pour les ouvriers et les ouvrières la matinée. Et mon personnage fait pareil dans l'usine de liseuse numérique. Le matin, il lit des faits divers et l'après-midi, il lit le roman qu'il écrit, qu'il invente. Et ces faits divers, il dit lui-même, au moment où vous allez les voir apparaître, il les appelle les petits télégrammes de la nuit. Donc ce sont des choses qu'il découpe, des faits divers dont le côté invraisemblable et surréaliste et poétique lui semble appartenir déjà, les faire déjà appartenir à la fiction. Et il dit qu'il les choisit, qu'il les réécrit de manière à arriver à la concision merveilleuse de Félix Fénéon et de ses nouvelles en 3 lignes. Félix Fénéon, c'était un écrivain et journaliste qui a été actif lui aussi fin du 19e, début 20e, et qui s'était fait un devoir de raconter les vrais faits divers, mais juste en 3 lignes, et d'une manière poétique absolument extraordinaire. Donc il peut vous raconter un meurtre, le fait qu'on a retrouvé le meurtrier, qu'on a retrouvé la description du cadavre et la condamnation du meurtrier en 3 lignes. C'est absolument génial. Donc ça, je joue avec Fénéon, mon personnage joue avec cette façon de raconter les faits divers. Et il dit aussi que non seulement
il essaye de retravailler ces faits divers à la manière de Félix Fénéon, mais il essaye aussi de les présenter à la manière de Sei Shonagon. Je vais les embêter avec toutes ces citations. Sei Shonagon, c'était une japonaise absolument extraordinaire. Je crois que c'est 11e siècle, 11e, 12e siècle. Il y a un superbe ouvrage qui vient de sortir chez Masno, illustré avec des choix d'estampes de Hokusai. Et cet auteur a écrit un livre unique qui s'appelle Notes de chevet, au pluriel, où elle notait, au fil de la plume et de manière poétique et absolument sublime, elle faisait des listes de choses qui lui avaient plu ou qui lui semblaient curieuses, donc choses qui font rougir. Alors, choses qui font rougir, ça peut être le regard d'un prince qui passe, ou bien la honte que j'ai de ne pas avoir versé le thé convenablement. Et ce sont que des titres comme ça, choses qui font peur, choses qui donnent envie de dormir, etc. etc. Et donc, ces faits divers sont présentés aussi de la même façon. Donc, il y a par exemple, voilà, donc il y a des moments de drôlerie absolument irrésistibles. Chose sans queue ni tête. Perdant la boule, l'Espagnol cul de jatte tue son rival. Oui, choses qui font un bruit horrible de castagnette, sans qu'on puisse en déduire pour autant la présence d'une Espagnole. En peu de temps, la malheureuse fut réduite en un petit tas de cendres dans lequel les os calcinés claquaient sous l'influence de la chaleur. Un médecin constata le décès. Et si vous êtes attentif, une fois que vous aurez relu une deuxième fois le roman, vous apercevrez que de grandes parts des histoires sont directement issues de ces télégrammes de la nuit. Ce sont juste des développements de ces faits divers par le personnage en question. Merci beaucoup. Merci à tous.